Est-ce que la recovery va se poursuivre sur de Richebourg? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent la chaîne régulièrement sans être abonnés. Alors faites-le s'il vous plaît, ça m'aidera à faire connaître mon travail. Alors le cours de l'action de Richebourg, eh ben, on a atteint un point bas en octobre 2022. On est à 3,60 €. Maintenant on est à 5,85 €. Donc on n'est pas loin de faire un doublement. Bon, il y a quand même un peu de marge, mais on est en bonne route. Donc la recovery, en tout cas au niveau du cours, a l'air de se poursuivre. Derichebourg, on rappelle, ils font principalement du recyclage de ferraille et après ils ont d'autres services maintenant et ils ont pris une participation dans Elior, restauration collective, dans l'espoir, à mon avis, d'aider le management actuel à redresser l'activité et donc aussi faire plutôt un gain financier. Donc je ne sais pas si vont ensuite continuer à acheter du Elior ou si plutôt l'idée c'est de revendre la participation avec une plus-value. C'est à mon avis plutôt cette deuxième option que je privilégie. On regarde l'évolution du chiffre d'affaires, donc c'est un métier qui est très mature, hein, il y a pas de croissance, 0,8 % en 10 ans. On est sur 1,1 sur 2020, donc sur la dernière publication qui est mars 2025, donc en 12 mois en rythme annualisé, en 12 mois glissants. On a fait 3 milliards d'acquisitions. C'est bien, hein, mais regardez le market cap, 931 millions. Donc, résultat des courses, on a massivement détruit de la valeur sur ces acquisitions. Donc là, attention, ça veut dire que le management a peut-être un mauvais, allez, en tout cas, ça montre que le management a un mauvais track record en gestion des acquisitions et donc soit ils achètent trop cher, et ils n'arrivent pas à intégrer et soit ils achètent trop cher. Même s'ils arrivent à intégrer, bah, c'est payé trop cher, donc ils sont obligés de déprécier les écarts d'acquisition. Soit ils achètent au juste prix, mais derrière l'acquisition ne délivre pas les synergies attendues et donc dans ce cas-là, eh bien, pareil, on doit déprécier l'écart d'acquisition. Donc attention là, warning, hein, à chaque fois qu'ils annoncent des acquisitions, à mon avis, le marché va être un peu frileux parce que le track record n'est pas très bon. Bon, mais en même temps, la croissance organique est plutôt faible, hein, donc ils devraient peut-être se concentrer sur des toutes petites acquisitions qui, les intègrent au fur et à mesure, ça sera plus simple pour eux, plutôt que les grosses acquisitions comme celle-ci là. Hop. Bon, donc on a un tout petit peu de croissance. Est-ce qu'on arrive à maintenir les marges? On est sur des marges faibles, hein, sur ce genre d'activité. Donc on a un taux de marge brute qui est en hausse. On est passé de 19 en 2015 à 24, allez 25, aujourd'hui, donc très bien. On a monté le taux de marge brute, donc soit ils ont baissé leurs coûts, soit ils ont monté leur prix, ou les 2, ça c'est très bien. En revanche, le taux de marge d'EBITDA n'a pas suivi, ça a décroché à partir de 2022. Donc là, il faut voir par quoi ils ont été impactés. Est-ce que c'est l'inflation? Si ça se trouve, ils ont été impactés eux aussi par l'inflation. Donc ils ont perdu en tout cas de l'efficience opérationnelle, assez fortement, hein, depuis 2022 et ça, c'est pas bien. Il faudrait que ça rebondisse. Donc là, pour l'instant, on n'est pas encore sur un net rebond des marges, hein. Le taux de marge net, lui, il suit le taux de marge d'EBITDA, donc il compense pas. Le taux de marge, il compense pas la baisse ici sur l'efficience opérationnelle. Bon, donc on voit que c'est quand même moyen, hein. On est sur un marché, sur un business, sur une activité qui est très, c'est une activité de chien et c'est très dur, quoi. Les marges sont basses, il faut être, c'est un métier de rat, donc compliqué d'avoir des marges élevées dans ce genre d'activité, surtout que Derichebourg n'est pas un acteur qui a une taille, significative, donc il pèse pas forcément dans le rapport de force. Bon, là où on peut se rassurer, c'est sur les free cash flow. Les free cash flow sont quand même plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est une activité qui dégage des free cash flow. Maintenant, c'est pas non plus, super élevé, hein. On a 5 on va dire, sur les 12 derniers mois en taux de marge de free cash flow, comparé à 3 en taux de marge net. Bon, donc voilà, le problème de Derichebourg, c'est qu'ils sont encore près de la marge de rentabilité. Donc une mauvaise publication et ils vont repasser, ou alors un peu de décroissance et hop, ils vont repasser en territoire négatif au niveau du résultat net et même des free cash flow. Donc à surveiller, mais c'est normal là, qu'on soit sur ce niveau de marge, on est encore, en phase de recovery. Bon, là pour l'instant, moi je vois plutôt quand même, je suis plutôt positif, on va dire que ça se stabilise donc on n'est pas sur une plus forte dégradation, donc c'est encourageant. La conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Bon ça me semble logique, hein. On n'est pas sur une activité qui est en forte croissance, organique, donc on est plutôt sur une activité qui va dégager du free cash flow. On va pas réinjecter les cash flows, dans les dépenses en capital puisque de toute façon il y a pas de croissance. Donc on a un excédent de free cash flow, ce qui est logique. Est-ce qu'on a un BFR négatif? Non,
mais il est pas très élevé ce BFR, hein. 44 millions, c'est pas, on n'est pas très loin du 0, donc on a même eu récemment des périodes où ils ont été à BFR négatif et ça, c'est excellent. Quand on a BFR négatif, ce sont les clients qui financent les opérations. Bon, ici, c'est moins le cas, ça se dégrade un petit peu. C'est ce qu'on voit avec le change in net working capital ici, donc la variation du BFR. Ouais, ça monte de plus en plus, malheureusement. Donc ils n'arrivent pas à freiner, ils n'arrivent pas à peser assez face à leurs clients pour être payés avant qu'eux ne doivent payer leurs fournisseurs, malheureusement. Donc ça montre que leur rapport de force dans la chaîne de valeur se dégrade. Ça c'est dommage. Il faudrait qu'ils arrivent à restabiliser et à rebaisser cette variation du BFR. Donc maintenant, il faut aller analyser, si vous savez pourquoi, si vous voulez savoir pourquoi ça se dégrade comme ça, il faut aller analyser les tableaux de flux de trésorerie. Qu'est-ce qui dégrade la variation du BFR comme ça? Est-ce que c'est une augmentation des stocks? Mais c'est pas une entreprise qui a des stocks, puisqu'ils alors ils ont du stock, vu que ça doit être les matériaux qu'ils collectent pour le recyclage, d'accord, mais ils doivent aussi avoir, des délais clients qui ont été raccourcis, qui ont été allongés, ou des fournisseurs qui ont été, raccourcis. Donc il faut, il faut aller regarder ça pour comprendre, mais ça, c'est pas forcément très encourageant. Au niveau de la dépense en capital et dépréciation et amortissement, on voit que, alors on va enlever le BFR ici, hop, on voit que on est sur des dépréciations et amortissements qui sont plus élevés que les CAPEX, mais vous avez du other non-cash items, ce qui peut comprendre aussi. Donc moi, je pense que ça comprend les écarts d'acquisition qui sont dépréciés en réalité, hein. Donc ça, c'est la dépense non cash, ça doit améliorer les free cash flow. Donc vous avez à peu près là l'explication de pourquoi les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. C'est surtout qu'on dépense un peu moins en capital qu'avant, ce qui est normal vu qu'il n'y a plus forcément beaucoup de croissance. Bon, donc pour valoriser Derichebourg, s'il n'y a pas de dette, on utilisera les free cash flow. Alors, s'il n'y a pas de dette, on peut utiliser le price to free cash flow. S'il y a de la dette, on peut utiliser la valeur de l'entreprise sur free cash flow, mais c'est pas disponible sur l'outil ici. Moi, ma métrique de valorisation préférée, c'est quand même la valeur d'entreprise sur EBITDA, parce que l'avantage, c'est que ça permet de comparer tout type d'industrie entre elles, puisque on abstrait les politiques d'amortissement de dépréciation qui sont très variables en fonction du type d'activité que vous faites. Bon, on continue avec le rendement des capitaux investis, la rentabilité opérationnelle. Et ben ça, c'est encourageant, parce que on est sur une médiane de 8,5, ce qui est relativement intéressant. Après, c'est pas une activité qui est très, très intensive en capital, puisque c'est de la collecte, donc il faut bien sûr du transport, des camions, et puis après ils doivent faire du traitement quand même pour ensuite le revendre, les matériaux qu'ils collectent. Bon, c'est moi je pense que c'est moyennement intensif en capital. C'est pas ultra lourd en capital, mais c'est pas non plus asset light. Bon, on est à 8,5 en rendement capital investi, 7,5 à l'heure actuelle, c'est en train de rebondir depuis mars 2024. Excellent, donc la rentabilité s'améliore. Donc on va pouvoir s'autofinancer, ce qui est bien. En fait, on peut s'autofinancer puisque la rentabilité est indexée par rapport à la croissance organique. Donc elle est quasiment nulle, hein, la croissance organique. Donc là, ça nous permet de dégager du cash flow opérationnel, et ce cash flow opérationnel, il va pouvoir permettre de rembourser la dette, faire des acquisitions, rémunérer les actionnaires. Donc ça, c'est encourageant pour Derichebourg. C'est un signe en plus qui va vers une recovery. Si on regarde l'endettement, on est quand même toujours très endetté, mais ça baisse, hein, depuis mars 2024. Donc là, maintenant, on est endetté à hauteur de un peu moins de 3 fois l'EBITDA, 2,8, quelque chose comme ça. C'est encourageant. La trajectoire est encourageante là. Donc la recovery est en train de s'améliorer. Donc pourquoi est-ce que la dette, elle monte assez fréquemment comme ça? Ce sont des acquisitions, hein. Donc attention à l'échelle ici. Là, vous êtes en quartier, enfin trimestre par trimestre, mais ici, vous avez les acquisitions sur 12 mois glissants. Donc ça, c'est une acquisition. Ça, c'est une acquisition également. Donc ils font des acquisitions qui ne créent pas forcément beaucoup de valeur, et en plus, ils s'endettent. Et après, ils doivent déprécier ces terres d'acquisition. Donc pour l'instant, à mon avis, ils devraient s'abstenir. Donc, alors l'acquisition de Elior, en tout cas la prise de participation dans Elior, peut-être qu'elle portera ses fruits. Je pense que c'est le cas. Elior est aussi en recovery. Bon, ce qui est encourageant, c'est qu'on voit que la dette est en train de baisser. On reste assez lourdement endetté, ça pèse sur le résultat net puisqu'il y a les charges financières, mais c'est en amélioration. Donc moi, je vois du positif. Maintenant, le l'EBITDA, lui, il n'est pas en amélioration. Enfin, il a un petit peu rebondi, il commence un petit peu à rebondir, mais pour l'instant, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. C'est encore très cyclique en fait, hein. Bon, c'est une activité, c'est un business très cyclique, de toute façon, hein. Parce qu'on va dépendre aussi du prix, de la tonne de ferraille, hein, donc ça, c'est très volatile. Au niveau des free cash flow, c'est quand même élevé, hein, c'est 5 fois les free cash flow pour la dette, donc bon, ça reste lourd, mais la trajectoire est encourageante. Si on regarde la rémunération de l'actionnaire, on se situe à 20 millions de dividendes, 25 millions de dividendes, contre 173 millions de free cash flow. Donc ça, c'est soutenable, hein, pas de problème pour verser ce dividende. Il n'y a pas forcément de rachat d'actions.
et le rendement actionnaire à 2,3. Bon, je trouve que c'est raisonnable. Ils mettent pas trop de dividendes et ils ont raison parce qu'il faut rembourser la dette et le dividende, il va remonter, hein, il peut repasser à 50 millions dans une fois que la dette sera en dessous de 2 fois l'EBITDA, quelque chose comme ça. Donc ça sera intéressant, hein. Si vous restez à une market cap de 1 000 000 comme c'est actuellement et que vous avez 50 millions de dividendes, 5 de rendement, c'est tout à fait intéressant. Donc moi, je vois ça aussi comme, une saine allocation du capital et on va dire une prudence du management. Ils sont raisonnables, donc ça, c'est bien. Ensuite, on peut regarder la valorisation. Comme on est endetté, on prend la valeur de l'entreprise et moi, j'utilise l'EBITDA, hop. Bon, on est pile sur la médiane. Elle est à 5,1, ce qui est faible. À l'heure actuelle, c'est 5,2. Bon, est-ce qu'on se traitait beaucoup plus cher sur, Derichebourg? Il y a une période quand même sur les, 20 dernières années où on se payait quand même à plutôt 7 fois en médiane, hein. Donc la décennie, on va dire, actuelle, 2015-2025 a été quand même assez difficile pour le groupe. Là, je pense qu'on peut cibler quand même un retour à 7 en valeur entreprise sur EBITDA. C'est pas déraisonnable, hein. C'est pas du tout déraisonnable et ça lui donnerait un potentiel de, 40. Donc intéressant. Derichebourg, conclusion du dossier. Donc maintenant le dossier commence à être moins risqué et je vois toujours du potentiel. Avant ici, en fait, si vous étiez rentré quand la valorisation était au plus bas absolu, vous aviez énormément de dettes et donc vous avez dû subir beaucoup de volatilité. Donc c'est pour ça que c'était un peu risqué quand même, les dossiers de recovery. Maintenant, je pense que la recovery est bien enclenchée sur le prix des matières premières qui impactent, Derichebourg. Ça va être tiré par la hausse de l'inflation puisque l'activité économique est en train de repartir. Alors pas en France, ça c'est sûr. Eux, ils opèrent en France. Je ne sais pas s'ils sont, à l'international. L'activité économique va pas repartir en France, mais les prix par contre de tout ce qui est métaux va repartir dans le monde parce que l'activité économique est en train de repartir avec, des indicateurs avancés des activités économiques qui sont en reprise, hein. Je vous renvoie vers, les enquêtes PMI qui sont, plutôt bien orientées maintenant, sauf en France évidemment et ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.